Bon, ben on va reprendre nos agoras avec Sylvie qui fait le lien avec le public. Et cette fois, 3 artistes avec nous, Collinger, Pierre Bindine Boucard et Anna Baranek. Donc les 3 artistes associés dans le cadre d'un projet que vous avez mené dans le parc du Château d'Espérant. Alors, votre exposition s'intitule « Dehors » avec un point d'exclamation. Donc on y reviendra parce qu'il y a un point d'exclamation qui, moi, m'interroge. J'ai envie de vous poser la question pourquoi un point d'exclamation. Mais tout d'abord, à tous les 3, je ne sais pas qui va vouloir répondre, l'origine de cette résidence que vous avez menée pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, 2 mois il me semble, dans le parc du Château d'Espérant. Quelle est-elle? C'est quoi le point de départ de votre résidence collective? C'est à toi de répondre. Vraiment ? Alors, les Pierre, tu peux prendre le micro. Bon, alors je suis chargé de répondre. Pour une résidence croisée, donc je ne suis pas le porte-parole. Hein, non, on va pas te désigner comme le porte-parole, on va te donner déjà l'honneur de cette première réponse, et puis après, je pense que tes 2 acolytes se feront un plaisir de compléter tes propos. Alors, je crois que nous avions fait, d'ailleurs, j'ai apporté les catalogues qui sont là, c'est pas pour les vendre, hein, vous rassurez pas, rassurez-vous, mais c'est pour les présenter, en fait. On avait fait une série de résidences d'artistes en individuel il y a plus de 10 ans, et nous nous étions préoccupés tous les 3 de manière individuelle de porter un regard sur l'intérieur du lieu, c'est-à-dire le château. Et de fil en aiguille, en fait, l'idée de la résidence qui porte le nom de Dehors, c'est tout à fait mise en place par rapport au fait que le festival Actes se mettait en place et que nous avions forgé au fil des années et des mois une collaboration étroite sur des ateliers et des croisements artistiques, en fait. Et la proposition a été de se dire, proposons quelque chose qui soit un peu ambitieux, dans le sens où nous n'avions pas porté un regard sur l'extérieur du domaine, en fait. Vous étiez jusqu'à présent intéressé à l'intérieur. Exactement. Voilà. Okay. Donc c'est parti de là, en fait. D'où le mot dehors, point d'exclamation. Et comme pourquoi ce point d'exclamation? Je crois que c'était comme une forme de challenge. Après, je vais passer la parole à mes camarades. Enfin, un challenge positif. Hein. Il n'était pas question d'essayer d'être juste expérimental, en fait. Il était question de proposer quelque chose qui pouvait bousculer nos habitudes, en fait, d'atelier peut-être, individuel, et puis d'arriver à construire quelque chose de collectif. Alors, vous construisez quelque chose de collectif, mais il y a quand même 3 initiatives différentes dans votre projet, Colin. Je reviens sur l'interjection dehors, en fait. Le point d'exclamation, en fait, il exprimait le côté injonctif de dire « allez, on va dehors, tout le monde dehors », alors qui peut être perçu comme une punition. Mais le titre, il a été, on l'a trouvé, donc c'était en pleine crise Covid, dont on n'est pas encore sorti. Et c'était aussi une sorte d'invitation à aller à l'extérieur et d'envie d'aller à l'extérieur aussi. Oui, moi je le prends vraiment comme une réponse à la sortie, à ce déconfinement-là, dehors, point d'exclamation, on y va tous, quoi. C'est ça. Ok. Anna. Donc je rajouterais qu'au 19e, on commençait à sortir dehors. Cet espace nous a demandé des points d'exclamation pour savoir comment on va résoudre notre petit projet face à cette grande nature et grand vivant ici. Donc, point d'exclamation, il était pour nous encourager. Nous avons encouragé. Et justement, j'avais une question, parce que nous, quand on arrive en tant que visiteur dans ce parc, on est assez ébahis par tout l'espace, les végétaux. C'est quand même un espace magnifique, on se sent un peu petit. Et comment, en tant que dans votre démarche d'artiste, est-ce qu'on n'est pas un peu impressionné de se dire, dans cet espace, on va proposer quelque chose et peut-être l'ambition d'essayer d'être à la hauteur. Est-ce qu'on se sent petit là quand on doit faire un projet au Château d'Espérant? Colin, peut-être. Bon, je fais une réponse qui est peut-être toute personnelle. Alors effectivement, on aborde le parc avec beaucoup de modestie.
Et d'autant plus que nous, ce n'était pas forcément une pratique avec laquelle on est forcément habitué d'aborder des espaces qui sont monumentaux. Et donc, chacun à notre façon, on a essayé de s'interroger sur ce problème-là, qui est de quelle échelle on va trouver pour nos pièces. Et ce qui a été justement un challenge, tout à l'heure, Pierre parlait de challenge, ça a été la question de quel rapport on arrive à trouver un juste milieu entre ne pas être complètement invisible, mais ne pas chercher non plus à rivaliser avec l'ampleur du parc. Et collectivement, donc, on a commencé par les premiers jours de résidence, déambuler dans le parc ensemble, un peu s'interroger sur repérer des espaces qui pourraient être pertinents, intéressants, et assez rapidement essayer de trouver une circulation et de réduire le parcours que l'on pourrait proposer à juste une zone du parc qui serait à notre échelle, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas des pièces qui sont dispersées sur l'ensemble du parc, qui nous paraissait un peu trop immense. On s'est plutôt focalisé sur la petite clairière qui est après le Grand Bosquet. Et voilà, donc ça a été quand même une grande interrogation. Et les uns comme les autres, les pièces n'ont pas trouvé tout de suite leur place finale. C'est quelque chose qui est venu chemin faisant, j'ai envie de dire, au propre et au figuré. Et également aussi la confrontation des réalisations, vraiment, une fois in situ mise en place, ça a pu changer aussi les choix géographiques qu'on a pu faire, en fait. C'est un projet qui a évolué, du coup, au fil des semaines, peut-être 2 mois, c'est ça, 2 mois de résidence. Le projet, il évolue dans le temps. Bien sûr que le projet, il a grandi chaque jour. Il a changé, il a évolué. Et ça nous a donné la possibilité de nous rencontrer, de nous croiser, ce qui était le but de cette rencontre. Oui, je rebondis sur ce que tu dis, sur le premier mois qui nous a permis de beaucoup échanger, en fait, parce que je crois qu'on est arrivé avec des pistes de travail qui ont tout évolué, en fait. Et là, vraiment, dans le croisement de nos points de vue, c'est ça aussi qui est intéressant. Ce n'était pas forcément de faire un travail à 6 mains ou à 3 cerveaux. C'était l'idée d'échanger. Et je crois que le premier mois de mars nous a permis de confronter nos points de vue et d'arriver à le mois d'avril, qui était le mois de la production et qui a été très court, en fait. Voilà. J'ai cru comprendre, oui. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin dans la production, peut-être on peut donner la parole à Henri Luc aussi, qui est pour quelque chose dans cette résidence sur pourquoi des artistes au château d'Espérance. Alors, Henri Luc, tout le monde le connaît maintenant, mais évidemment, on peut le rappeler, un directeur du château d'Espérance. En fait, le château d'Espérance c'est un lieu qui est interrogé depuis combien de temps, Pierre? Je crois que la première résidence, je regardais les catalogues tout à l'heure, qui est là. Je ne fais pas la pub, mais c'est quand même bien les éditions. C'est ça. Celui-là, je montre les 3, parce qu'après, ne le prenez pas mal, mes amis. Oui. Voilà. Colin et Anna. La première résidence que j'ai réalisée, c'est 2010. Voilà, 2010. 2010. Voilà. Et voilà le dernier résident, Fabrice R. Résident. Bravo. Tiens, bravo. Alors c'est ça l'Agora, c'est ça qu'on aime, hein. Il y a des gens qui arrivent, qui repartent à tout moment. Donc Fabrice, à peine arrivé, on va te donner la parole. Toi, c'est la BD que tu as réalisée, qu'on peut observer là sur les fenêtres. On te laisse le temps de reprendre tout souffle, ou tu peux nous expliquer en quelques lignes l'origine de ce projet, peut-être avec le micro de Colin. Bon, j'ai pas révisé, je vais essayer d'être clair. L'origine du projet, en fait, c'est une résidence, effectivement, comme tous les artistes qui sont ici l'ont fait précédemment, puisque l'idée, c'est qu'il y ait un artiste qui soit associé au château chaque année, si j'ai bien compris, pour voir ce que ce domaine et tout ce qu'il représente fait émerger comme idée dans la pratique qu'on peut avoir. Et moi, effectivement, je suis auteur de bande dessinée. Alors, arrivé dans ce château, c'était soulevé beaucoup de questions, en fait, parce que ce qui m'a frappé tout de suite, c'était la question de la conservation, en fait, qui est présente partout, que ce soit dans la conservation des espaces du passé, comme le château lui-même,
la conservation des espaces naturels avec le parc, la conservation des archives avec les microfilms. Voilà, donc j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Et puis, comme il fallait faire une bande dessinée, assez rapidement, je me suis dit que l'idéal, ce serait peut-être de se servir du château lui-même comme un support, comme une planche de bande dessinée géante, puisque toutes les fenêtres sont disposées comme des cases de bande dessinée, qu'on peut en faire la lecture sur la continuité. Voilà, donc le cadre le permettait, puisque vous voyez qu'il y a des moustiquaires qui permettaient, sans endommager, sans attaquer l'intégrité historique du bâtiment, de déposer ces cases de bande dessinée. Et puis alors, surtout ce qui a été bien, c'est que comme ces journées actes ont été organisées au cours de cette année, depuis que j'ai commencé à discuter avec Henri Luc et avec Flore de cette résidence, ça s'est fait en parallèle avec ça aussi, ce qui fait que sur le fond du propos, j'ai abordé ces questions de biosphère. Oui, on voit, on peut pas sortir. Il y a quelqu'un, le personnage principal veut sortir de la biosphère et en fait, on lui dit non, tu peux pas, quoi. T'es dedans et puis t'en fais partie. C'est ça. Voilà, cette BD est à découvrir donc sur la façade du château. Alors, je sais pas qui voudra répondre à la question, mais on a le sentiment que ce lieu, il est très inspirant. Anna, comment toi, pourquoi pas Anna, allez, allons-y. D'où vient ta réflexion là comment tu as mené ta réflexion pour arriver à faire tes créations? Alors, les créations, on peut les voir on va pouvoir les voir jusqu'à ce soir. Comment ça se passe? Je pense qu'ils vont rester un peu dans le parc si M. Camploy nous laisse cette possibilité. Inspiration au château d'Espérance, elle est partout, donc vraiment faire le choix c'est très difficile. Mais en arrivant sur le site, j'ai senti tout de suite que ça serait argile. Au point final, je me suis posé une grande question d'où ça vient. Et je me suis trouvée à l'Argenterie où il y avait de grands sites qui produisaient des jarres de grands amphores à l'époque, il y a 20 quelques siècles en arrière. Donc, les fouilles archéologiques, ils ont montré l'existence de grandes productions et il y a même 3 fours qui étaient déterrés, qui étaient étudiés et qui sont maintenant un peu confinés sous la terre. Donc là, j'ai compris que c'était un appel, c'est la terre qui m'avait demandé de travailler la terre. Donc après, j'ai voulu être invisible et en même temps signaler dans la façon mouvementée qu'il y a plein de stations, plein d'endroits où on voit le monde comme on le voit toujours par les segments. Et donc, j'ai proposé les stations de réflexion, de méditation, et je les marquais avec mon galet de terre cuite, qui était fait avec des terres qui, dans mon désir, faisait le pont avec les terres qui étaient ici, qui travaillaient ici, qui se retrouvaient dans la terre. Et les 2 autres artistes associés, est-ce que vous essayez de répondre à cette démarche ou votre réflexion, elle reste individuelle? Tiens, un peu devant. Merci. Alors, je vais répondre pour moi. Parce qu'en plus, si j'ai bien compris, il y a quand même des œuvres que vous avez fait ensemble. Il y a des œuvres qui sont signées, par exemple, Colin et Anna. Il y a d'autres créations qui sont juste Colin. Donc, expliquez-nous un peu comment tout ça s'organise. C'est exactement ce que j'allais préciser. En fait, ce que vous avez compris, c'est que Fabrice, il est dans une résidence individuelle et nous, c'est ce qu'on avait fait précédemment. On avait fait une démarche individuelle dans un premier temps. Et vous êtes collectif. Et là, une fois nous, on a appris à se connaître et on a fait un projet qu'on a déposé, qu'on a présenté il y a quelques mois. Alors, l'idée, c'est vrai que quand on a monté le projet, en fait, donc du coup, il a fallu quand même formaliser nos intentions. Et dans les faits, c'est vrai qu'on avait un collage de 3 projets, parce qu'en fait, on a quand même des travaux assez différents. Des façons de travailler assez différents, des médiums assez différents. Des environnements qui sont... des univers un peu différents. Des univers très différents. Donc, à part le fait qu'on s'entendait bien,
Il y avait artistiquement pas grand-chose qui nous rapprochait. Donc c'était un sacré challenge et ça devait se voir sans doute dans le dossier initial. Mais on a quand même proposé et on a essayé de mettre en œuvre le fait que pendant la résidence, on ait des vraies collaborations, c'est-à-dire qu'on a établi un calendrier de jours où on était vraiment là ensemble chaque semaine. On venait sur place et même si chacun pouvait travailler sur son projet, on échangeait sur... donc il y en avait un qui faisait état de ses réflexions à l'autre, évidemment, pendant le processus. Et donc il y avait déjà un regard critique sur les productions des trois individuellement. Et en plus, chemin faisant, on a aussi développé des collaborations pour faire ensemble des choses. C'est pour ça que, bon, par exemple, avec Anna, on a fait une collaboration sur une idée qui vient de Anna, hein, à la base, mais on a travaillé ensemble vraiment tous les deux sur l'espace des greffons, puisqu'en fait, on connaissait nos travaux respectifs, et Anna, connaissant un petit peu ce que moi je pouvais faire par ailleurs, m'a fait une proposition, et donc je suis rentré dans sa proposition, j'ai apporté un petit peu mon regard, et peut-être aussi des techniques un peu différentes, donc ça a évolué avec moi, ma façon de travailler, et en fait ça a bien matché, et on a fait quelque chose qui à la fois correspond à sa pratique, et qui moi aussi colle bien avec des choses que j'ai par rapport à d'autres travaux que j'ai pu faire. Voilà. Alors Henri-Luc, je crois, avait envie d'intervenir. Non, mais je voulais juste répondre à la question de tout à l'heure. En fait, donc on a commencé les résidences d'artistes à Espérant en 2010. Et suite à une collaboration, une réflexion avec la DRAC Languedoc-Roussillon et avec une association Curiosité, l'idée c'était de proposer à des artistes de venir interroger le lieu, ce beau lieu du château d'Espérant, du point de vue de l'art. Donc c'est comme ça qu'ont commencé les résidences, et ce qui nous ouvre et qui nous permettent de réfléchir et d'imaginer le château d'Espérant du point de vue des artistes. Voilà, donc il y a une succession comme ça d'artistes qui sont venus et qui vont se succéder. Notamment, il y a d'autres personnes qui vont venir parler tout à l'heure, des projets qui se passent actuellement. Et dans l'avenir, eh bien, c'est quelque chose qu'on doit développer, c'est-à-dire permettre à des artistes de venir interroger ce lieu d'Espérant du point de vue de son histoire, de sa géographie. Et depuis cette année, moi j'y tiens beaucoup, du point de vue de l'environnement et des questions qu'on se pose autour de l'environnement. Qu'est-ce que les artistes peuvent nous dire à ce propos? Et Fabrice, je suis content qu'il ait commencé par cette BD qu'il faut, à mon avis, lire du début à la fin, parce que c'est une petite histoire. Voilà. Je voudrais quand même passer aussi la parole, elle ne le veut pas, mais à Florence Caudrelier, qui sans elle, ça n'aurait pas pu se faire, cette histoire. Et elle va nous expliquer un petit peu pourquoi elle est venue aussi à Espérant, du point de vue des institutions. Oui. Dont je ne fais plus partie depuis 2 mois. Non, mais c'est vrai que, bon, regarder dans le rétroviseur, c'est toujours un petit peu intéressant, quoi, de voir comment les choses adviennent. Le fait est que ça fait un peu une histoire de vieux camarades, parce que Henri-Luc est arrivé en 2006, moi aussi, donc on s'est assez vite, et c'est le bonheur des rencontres, retrouvés sur des envies et des objectifs assez communs sur la manière dont on pourrait interroger un lieu tellement patrimonial et apparemment tellement figé à travers la création contemporaine et des artistes vivants, bien vivants, quoi. Et donc il y a eu en effet une succession là depuis toutes ces années de personnalités, d'univers, de regards très très différents qui se sont plus que additionnés, je crois qu'ils se sont complétés et qui font qu'au bout du compte on n'a plus tout à fait la même lecture à la fois du parc et de ce patrimoine bâti que celle qu'on pouvait l'avoir avant. Alors ce qui s'est rajouté évidemment là, ce sont les questions de transition qui nous ont et qui nous occupent là nécessairement depuis le début de notre crise de la bête à picots. Et c'est vrai que là, on se rend compte que les transitions, elles se mènent en même temps dans le même mouvement, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient voilà.
Et c'était ça qui nous semblait intéressant aussi de proposer aux artistes, de manière à ce qu'ils puissent aussi nous faire vivre ça à travers leur traduction à eux, dans les espaces et dans le geste artistique et leur processus de création, qu'ils ont aussi partagé avec les enfants. Et ça, évidemment, cette dimension-là, on la tient avec Henri-Luc depuis le début pour avoir une démarche très éducative en matière de pratique artistique et de pratique culturelle. Voilà. Oui, parce que là, je m'adresse au trio. C'est vrai que votre démarche, elle interroge aussi beaucoup l'homme et son rapport à l'environnement. Et vous avez mené des actions avec les enfants, je crois. Hein, c'est ce qu'on a pu voir à l'entrée du parc. Comment on amène les enfants à avoir une démarche à la fois artistique et en même temps qui s'interrogent sur leur rapport à la nature, par exemple? C'est Colin qui est désigné pour répondre. Est-ce que, juste un petit point, est-ce que vous pouvez justement situer un peu, pour ceux qui ont pu visiter les alentours, situer les œuvres et les décrire un petit peu, comme on n'a pas de photos sous les yeux, quelles sont les œuvres que vous avez donc travaillées avec les enfants? Alors, il y a effectivement, alors c'est le cas de Fabrice aussi, qui est en résidence individuelle. Il y a à chaque fois dans la résidence, le dispositif de résidence, il y a aussi une démarche effectivement d'associer les scolaires avec l'association Curiosité qui organise tout ça. Alors ça fait partie intégrante du travail de résidence. Enfin, moi j'y suis, bon, je réponds à mon nom, hein, moi j'y suis assez sensible. Effectivement, sur les thématiques qu'on aborde, là en l'occurrence, c'était à la fois donc au travers d'une activité qui est un petit peu ludique quand même, parce que c'est une activité d'art plastique, on va aborder, alors avec des façons assez différentes, quelque chose qui va concerner l'environnement, alors soit sensibiliser à une lecture de la nature, soit utiliser des matériaux naturels, etc. Donc, toi, en l'occurrence, c'est la performance avec les morceaux de bois qui sont colorés, qu'on peut voir à l'entrée, là, dès qu'on arrive. Enfin, il y a les 3 travaux que vous avez fait avec les enfants, on peut les voir à l'entrée du parc. Pour resituer. Ouais, voilà. Enfin, pour être concret, bon, il y en a 2, on va dire. Enfin, pour être concret, moi, je vais donner un exemple. Moi, j'ai travaillé. Donc, on a fait un certain nombre d'ateliers avec des scolaires. Et moi, j'ai travaillé. Alors, un premier atelier où en fait, on a remimé, mais un petit peu en miniature, ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai fait le travail sur les arbres, où j'ai fabriqué des arbres artificiels avec des tronçons, des morceaux des branches et des troncs. Par rapport à l'histoire du site. Et les enfants, de manière beaucoup plus simplifiée, avec des brindilles et des petits morceaux de bois, je leur ai fait monter des faux arbres qu'ils ont ensuite colorés avec les mêmes couleurs naturelles que j'ai utilisées. Et on a fabriqué une petite forêt. Voilà. Bon, tout ça, c'est dans une séance assez courte avec voilà, des conditions qui ne sont pas les mêmes. Mais c'était une façon de manipuler et de travailler dans l'espace le dessin d'un arbre, parce que c'était sous ça précédé d'observation des arbres qu'il y avait autour de nous avec un exercice de dessin et après passage au volume. Et le deuxième exercice que la deuxième activité que j'ai proposée à des scolaires donc d'autres classes, c'était à partir de disques de bois, donc des troncs tronçonnés en petits disques, où l'on peut voir les cernes du bois. Je leur ai montré comment on remontait le temps au travers de la lecture des cernes. Donc vous connaissez le principe de la dendrochronologie, c'est-à-dire que chaque année, il y a un cerne qui est produit. Et donc, les enfants, déjà, c'était une façon de leur montrer ça et de retrouver comme ça leur année de naissance, réfléchir à l'année de naissance de leurs parents, éventuellement de leurs grands-parents, au travers de la lecture des cernes du bois, et à partir de ça, faire un motif géométrique. Donc ça, c'est les petits arbres miniatures sont à l'entrée du parc, et les arbres des disques de bois sont suspendus dans un cèdre qui est à l'entrée de la deuxième clairière. Voilà, bon, ça c'était un exemple concret de. Donc c'est une façon, à la fois on fait une activité avec des matériaux un petit peu insolites. En fait, il faut comprendre que beaucoup d'enseignants en fait, n'ont pas vraiment de pratique propre, donc ils font un peu du dessin, de la peinture quand ils sont un peu à l'aise avec ça en classe. Et puis, ils ont assez peu l'occasion, et parfois les conditions matérielles des écoles ne permettent pas d'acquérir certains matériaux, d'utiliser
d'autres choses. Et donc ici, c'est vrai qu'on a l'opportunité de pouvoir commander des fois des bandes de plâtre, des petits tasseaux de bois, du matériel pour dessiner, enfin voilà, toutes sortes de matériaux que les élèves en classe n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser et que les profs eux-mêmes ne savent pas forcément. Et il y a des profs qui repartent en disant « Ah ben moi, ça me donne des idées, à moindre coût, je pourrais faire ci ou ça ». Donc c'est aussi indirectement une façon de donner des idées aux enseignants aussi, je pense, et une façon de travailler. Une sensibilisation à l'art et à l'environnement. Alors Anna, toi, tu as construit des oiseaux blancs, c'est ça? Moi, je voudrais parler, comme je suis d'origine slave, donc c'est toujours un peu la légende qui me domine. Moi, c'était la magie. Donc les enfants visitent les châteaux. Ils apprennent beaucoup sur les châteaux, sur son histoire. Ils voient des choses. Après aussi, ils visitent notre exposition qui était déjà en place. Donc, les ateliers, c'était la continuité de cette magie. Donc, c'était vraiment à la fin de votre résidence, ces ateliers-là? C'était la semaine dernière? C'était presque à la fin de notre résidence, donc ils pouvaient déjà voir nos travaux. Et moi, j'ai utilisé, bien sûr, l'argile, cette fois-ci autodurcissant, qui a un tout petit peu différent aspect, mais qui donne cette possibilité de modeler comme la vraie argile. Et le sujet, c'était l'oiseau, parce que c'est notre voisin le plus sympathique dans le parc, à côté de l'arbre. Donc, nous avons travaillé Martin Pêcher, mais cette fois-ci sans couleur, parce que je leur demandais de travailler l'imagination et habiller les oiseaux avec les couleurs de leur imagination. Tout simplement, on n'avait pas le temps pour séchage et finition avec des couleurs, mais ça ne nous a pas empêché de travailler justement cette version imagination. Ce sont ces oiseaux qui nous accueillent dès qu'on arrive dans le parc, là on les voit très bien. Et je voulais juste ajouter qu'avec les enfants, je réalise ce que je ne suis pas toujours courageuse à réaliser toute seule dans mon atelier. Voilà. Les cobayes. C'est un peu cobaye, mais très sympathique. Et il y a toujours un échange. Si dans le public, les gens veulent intervenir, n'hésitez pas. Oui, si vous voulez réagir aux œuvres que vous avez pu croiser, nous dire voilà, quelles œuvres vous ont touché, intéressé particulièrement. Mais ça va être au tour de Pierre. Ouais. Ces résidences, en fait, ce qui est très intéressant dans cette notion de résidence, c'est que, enfin bon, Fabrice, tu peux en parler de manière individuelle, mais sur la résidence croisée, c'est que déjà, on avait un challenge sur l'idée d'avoir nos propres écritures et de les conjuguer ensemble, et puis d'arriver à faire le lien sur une pédagogie qui pouvait amener à autre chose, en fait, c'est-à-dire un échange, puisqu'il était vraiment question de proposer nos pratiques qui sont très personnelles, des fois, parfois, et on les croise rarement, sauf sur des résidences croisées, et partager cet élan-là, c'est déjà super, quoi. Je trouve que les résidences ici proposent ça, quoi. Enfin, voilà. Donc, moi, pour ma part, j'ai travaillé c'est quelque chose de mathématique, et pourtant, je ne suis pas très porté sur les maths. Mais bon, j'ai un rapport sur l'équilibre et le déséquilibre des choses, sur la notion de plan. Comment un plan s'élève en volume, en fait. Bon, ça, c'est une problématique, moi, qui m'interpelle en tant que peintre, puisque comment passer du plan au volume. Et donc, vous avez retravaillé sur d'anciens plans du château, si j'ai bien compris. Oui, mais peut-être vous avez retrouvé des vieux plans. On le développera peut-être après sur les projets des uns et des autres, mais sur le volet pédagogique, en fait, moi j'ai proposé pour compléter ce qu'on est en train de finir de dire là, proposer un atelier de construction de petites maquettes architecturales, mais sans la fonction de l'architecture, en fait, qui est juste la construction d'un jeu d'équilibre ou de déséquilibre coloré, alors basé avec des primaires, les couleurs primaires, en fait, qui peuvent évoquer des périodes artistiques ou des couleurs basiques, en fait. J'ai repris un peu le système du jeu du Capla que tout le monde connaît, et puis en fait on l'a mise en couleur avec des peintures naturelles. Alors ils ont découvert les pigments, ils ont découvert la tempéra à l'œuf, et puis on s'est positionné sur comment relier tous ces morceaux de bois colorés dans l'harmonie chromatique et l'harmonie des formes, en fait. Donc c'est une problématique plastique
de base. Voilà. Mais voilà cette histoire d'atelier. Alors Julia, vous êtes aussi en résidence. Pardon. Ah, alors attendez. Colin, il n'y a pas de souci. La parole est à Fabrice. On va essayer de faire parler tout le monde. Oui, il y a ce contact avec les élèves et nous concernait tous, effectivement. Il y a une question de transmission, mais surtout de faire pratiquer aux enfants la démarche qu'on a essayé d'expérimenter. Donc là, dans mon cas, c'est plutôt une question de récit, en fait. Voilà, ce qu'on essaie de leur faire passer, c'est comment raconter quelque chose en images successives. Voilà, qu'on en a une vingtaine ici, où on avait fait 3. Alors, je ne sais pas si elles sont encore visibles. Elle était vendredi, les productions des élèves. Mais ils ont tous produit un strip, une histoire avec cette question de la confrontation entre des êtres humains, des animaux, dans le cas du château d'Espérance. Ils ont de l'inspiration, les enfants, ils ne sont pas impressionnés quand ils vous voient, vous, déjà à l'heure, en disant on ne fera jamais aussi bien qu'un artiste. Comment ça se passe ? Ah non, je trouve qu'il n'y a pas de... Ce rapport-là, il n'y a pas ce problème, quoi, la plupart du temps. Moi, ce qui m'a concerné, c'est que beaucoup m'ont dit je ne sais pas dessiner. Mais je crois que c'était une façon d'essayer de s'échapper. Et en fait, je leur ai montré que même avec des formes très simples, on pouvait raconter des histoires. Ça a été fait en bande dessinée déjà expérimentale depuis longtemps. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'associer des mots avec des formes et d'essayer d'en tirer quelque chose. Et finalement, les enfants trouvent toujours des tas de solutions auxquelles on n'a pas pensé avant. Donc là, on parle d'enfants d'âge primaire, en gros, c'est ça, ouais. C'est ça. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose ? Je pensais à ce qu'on disait sur la grosse journée pédagogique que nous avons menée vendredi, où effectivement il y a eu un échange ultra dynamique. Je pense qu'on en a parlé entre nous, on a ressenti tout ça, hein, c'était ça. Et pourtant ils sont arrivés, ils n'étaient pas forcément... Moi j'ai eu beaucoup de classes de CP, donc ils étaient dans un dynamisme très puissant. Voilà. Et en fait, je crois qu'il n'était pas question d'arriver à des choses, comment dire, des performances excessives dans le résultat. Il y a aussi l'expérience qui compte, quoi, même y compris dans le fait de se tromper. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est on n'est pas dans un rapport de virtuosité, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, l'expérimentation qui permet d'avoir des fragilités, de réussite ou pas. Je crois que c'est intéressant. Mais là, enfin, je sais pas, Colin peut rebondir peut-être là-dessus, mais sur l'idée de vendredi, ça a été une très très grosse journée intentionnelle sur la pédagogie, quoi. Alors, moi, je ferais peut-être rebondir Henri-Luc justement sur cette journée avec tous les scolaires. C'est chouette aussi d'avoir autant d'enfants dans le parc, puis de les amener à s'interroger sur toutes ces problématiques, l'art, l'environnement, tout ce qu'on peut faire ensemble, au collectif. En fait, c'est l'essentiel de notre mission, hein. C'est cette éducation artistique et culturelle, donc c'est le cœur de notre métier. Donc oui, il faut accueillir et nous devons accueillir les enfants le plus possible. Ça répond bien à la notion que quelqu'un disait tout à l'heure, on a l'impression que le château il est figé. Bon ben là, en un week-end, on se rend compte qu'il est tout sauf figé. Ah oui, le château est tout sauf figé, oui. Alors, je voudrais quand même donner la parole à Julia, c'est ça qui nous a rejoint, dont la parole est très, très attendue, donc pour aussi une résidence au château. Je n'en sais pas plus, à vrai dire. C'est une résidence dans la région. Donc, une partie au château, aux alentours. C'est dans les cadres habités. Dans mon cas, c'est habité par la matière. C'est une résidence portée par Edith Pollux à Saint-Gilles, à côté. C'est ma 12e semaine. Voilà, et donc on est parti sur la découverte d'une matière, que c'est les filets qu'on trouve dans les filets de protection agricole. Ça fait des grandes boules, blanc et noir. On les voit de loin comme des voiles, mais en réalité, c'est un filet rêche. Voilà, donc j'ai fait une action dans les parcours de Henri Carr hier. Et pour l'instant, c'est de l'ordre de la réflexion. Donc, il y a du corps, il y a de la matière, il y a du paysage, il y a des actions et des gestes avec un objet. Pour l'instant, c'est de l'ordre de l'expérimentation. On va voir ce que ça va donner dans les temps. Il y a beaucoup de fils à tirer de cette tissage entre matière et territoire et habité. Voilà. Alors, la résidence, elle dure combien de temps pour toi ? 4 semaines. D'accord. Moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'au bout d'une résidence, ça arrive qu'on
qu'on soit un peu comme un écrivain face à une page blanche, qu'on n'ait rien à donner. Non. Ça n'arrive jamais, ça. Non. Il y a toujours quelque chose. Toujours. Une trace, même un minimum. Il y a toujours quelque chose. C'est merveilleux. Il me semble que tu avais une question à poser à Anna. Triché quand même. Oui, parce qu'en fait, pour être franc, on va être transparent. C'est David qui me demande de transmettre cette question. J'avais déjà oublié ça. je me fais messagère. C'était une question pour Anna. En fait, en lisant le texte de leur présentation, j'ai remarqué qu'il y avait 3 textes écrits à la 3e personne et un texte écrit à la 1re personne. La 1re personne, c'est une femme. Donc, je me suis dit, d'où ça vient? Donc, souvent, j'ai remarqué que les hommes, artistes, ils s'écrivent à la 3e personne. Et souvent, j'ai remarqué que les femmes, nous, on écrit à la 1re personne. Donc, mais disons que le sujet qui m'est proche, c'est celui-là. Donc, et je me suis dit que quand je lisais, je me sentais beaucoup plus proche en tant que public, pas en tant qu'artiste, en tant que public, à la lecture d'une personne qui écrit à la 1re personne. Évidemment, il y a eu des auteurs qui écrivent à la 3e personne. Mais là, comme il s'agissait d'une expérience dans un lieu précis lié à la nature, je me suis dit, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour elle en tant qu'artiste, en tant que femme, et qu'est-ce que ça a donné dans ce groupe où il y a eu une femme qui travaille avec 2 garçons. Et voilà, et donc moi, en tant qu'artiste d'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de références de femmes qui ont travaillé avec la nature, notamment Anna Mendieta et d'autres artistes qui sont vraiment corps et nature, femmes et nature, femmes, terre, femmes, voilà. Donc je me dis, qu'est-ce que ça pourrait être pour Anna, cette idée d'écrire à la 1re personne, qu'est-ce que ça impliquait dans les groupes, c'est tout. Alors Anna, est-ce que tu peux répondre? Je ne répondrai peut-être pas tout à fait comme vous souhaiterez entendre. C'est l'éternel problème des créateurs femmes et des créateurs hommes. Je me suis trouvée dans la compagnie de 2 artistes hommes. Peut-être cette disproportion de corps. Non, ça c'est juste la blague. Tout simplement, je pense que le créateur, c'est le créateur. Il n'y a pas de problème de sexe, il n'y a pas de problème de femmes, des hommes. Créateur, il doit créer et il doit avoir la franchise dans sa création. Et je pense que ce que nous avons trouvé entre nous, c'était la franchise. C'était donc beaucoup d'ouverture de l'un vers l'autre. Nous nous connaissons depuis un bon moment parce qu'on travaille ensemble dans le cadre des ateliers pédagogiques. Donc nous avons le temps de connaître nos personnes et aussi nos artistes qui nous habitent. Nous voyons nos expositions, nous suivons un peu notre évolution. Par rapport à ces 2 jeux, peut-être parce que je suis mûre d'âge, tout simplement par rapport à eux. C'est aussi une blague. Et je termine explication parce que je me suis sentie pas du tout dans cette branche. Ben, moi, j'aimerais la réponse de Colin ou de Pierre là-dessus. Mais c'est intéressant ce jeu et cet emploi de la 3e personne, en fait, par rapport à la position aussi de l'artiste, par rapport à son œuvre et par rapport au public. Alors, moi je vais répondre parce qu'effectivement on l'avait relevé ça. Et en fait on l'a assumé, c'est-à-dire qu'à un moment donné on s'est posé la question, est-ce que tout le monde on met je ou tout le monde on met il ou elle? Et on a décidé de laisser tel quel, puisqu'en fait on s'est dit que ça correspondait effectivement à des personnalités différentes, avec peut-être moi utilisant le il, peut-être par pudeur, peut-être pour refroidir un petit peu les affects comme je peux le faire dans mon travail plastique. Donc c'était pour moi cohérent de parler à la 3e personne, non pas par Alain Delon, mais non pas par distance,
plutôt pour distancier le lecteur par rapport à mon travail et pour couper un petit peu l'empathie volontairement, en fait. C'est un peu plus dans mon caractère. Donc je pense effectivement c'est plutôt des histoires de caractère. Après, il y a un autre élément qui était assez drôle, dont on s'est aperçu au cours de la résidence, et c'est qu'effectivement, dans ce qu'on a pu produire, on pourrait avoir une lecture freudienne du travail, avec les deux garçons qui ont fait des formes érectiles, phalliques, et puis la femme qui a fait des sortes d'œufs et de cocons. Voilà. Bon, sauf que je pense qu'il y a une partie de coïncidence à ça, puisque... Non, mais... Moi, j'aime pas verser dans ces caricatures-là non plus, parce que à côté de ça, moi, j'ai fabriqué des embryons, j'ai fait aussi des cocons, j'ai fait des choses très féminines dans certaines de mes productions, et que là, bon, le fait est que je suis parti sur la notion de l'arbre, donc forcément, voilà, ça monte vers le haut. Mais c'est vrai qu'on a eu cette réflexion-là à un moment donné, on s'est posé la question sur le texte, du moins, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on change, et on a dit non, on laisse. Et il faut savoir qu'il y a aussi des textes qui ont été... enfin, il y a eu des relectures entre nous, des lectures croisées, des textes qui ont été écrits avec le passage de chacun de nos regards. Donc les textes ne sont pas complètement non plus écrits à une main pour le coup. Hein, donc voilà, moi j'ai relu, je suis repassé sur le texte de Anna qu'elle a écrit à la première personne. J'ai fait moi-même des modifications, connaissant son travail, etc., avec son accord évidemment, et dans les 300, j'ai envie de dire. Moi, je veux bien répondre, mais il n'y a pas d'autres questions pièges. Hein. Non, je pense que... Non, je plaisante. Non, mais ce qui est rigolo, c'est que tu as remarqué ça, Jolia, parce que c'est vrai que c'est l'interprétation et d'où le public aussi qui porte un regard sur autant l'écriture, ça veut dire que c'est lu déjà, c'est pas mal, et puis secondo, sur le regard sur les œuvres. Donc, mais c'est vrai qu'on l'avait déjà remarqué. Voilà. Mais je crois qu'il ne faut pas partir là-dessus, parce que je crois qu'Anna a résumé. Il y a une honnêteté dans notre travail, une relation, une confiance qui... On a oublié de relever ça, vraiment. Donc il n'y avait pas une explication particulière. Je peux juste rajouter que les femmes sont toujours un peu plus émotionnelles malgré... Allez, on en rajoute un petit... aussi, comme on veut expliquer très profondément, vraiment sortir des tripes, cette présence émotionnelle ici, il n'y a pas mieux que dire je voudrais vous donner ça. En tout cas, je vous remercie. On est obligé de terminer maintenant parce qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver sur l'Agora pour parler de bien-être maintenant. Merci à tous de nous avoir expliqué votre démarche. Et puis, on peut toujours continuer la rencontre et l'échange dans la cour. Merci.